Des brutes prennent un selfie juste avant que tout dérape, un endroit appelé silence. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la cour de l'académie rive gauche, tandis que les élèves se dépêchaient vers leur salle de classe. À l'intérieur du bâtiment principal, des sons de répétition emplissaient l'air, les élèves s'entraînant pour leur prochain festival culturel. L'excitation fut interrompue par de l'eau qui gouttait du plafond sur le sol ciré en dessous. Monsieur Dubois, le proviseur, leva les yeux vers la fuite, fronçant les sourcils d'inquiétude. Une tache d'eau s'était formée sur les dalles du plafond, des gouttelettes continuant à tomber rythmiquement. Il appela immédiatement le service d'entretien. « Marcel, on a une fuite dans le hall principal au niveau de la verrière. Tu peux jeter un coup d'œil ?» Marcel, l'homme à tout faire de l'école, travaillait à l'académie rive gauche depuis 3 ans. Un homme discret d'une quarantaine d'années, aux mains burinées et au regard bienveillant, arriva en quelques minutes, ses bottes de travail grinçant sur le sol mouillé. « Il faudra que je vérifie les joints autour de la lucarne, » dit Marcel, en posant son matériel. « Les récentes tempêtes ont peut-être desserré quelque chose. » Alors que M. Dubois reculait, il renversa accidentellement un seau de nettoyage. De l'eau savonneuse se répandit sur le sol, trempant les chaussures de Martine, la femme de ménage de l'école, qui était en train de laver à proximité. « Oh non, je suis vraiment désolé !» s'exclama M. Dubois, le visage rouge. « Laissez-moi vous aider à nettoyer ça. » Martine, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux prématurément gris et au regard fatigué, secoua la tête et esquissa un faible sourire. « Ce n'est rien, monsieur Dubois. Ça arrive. » Sa voix était douce, presque un murmure, et elle ramassa rapidement ses affaires de nettoyage. Marcel observa l'interaction, notant comment Martine semblait se rapetisser lorsqu'elle parlait aux figures d'autorité. Il y avait quelque chose chez elle qui suggérait qu'elle portait de lourds fardeaux. Quelques heures plus tard, alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers la lucarne réparée, Marcel rangeait ses outils. La fuite était réparée, et il se dirigea vers le bureau de M. Dubois pour lui rendre compte de la fin des travaux. Pendant ce temps, Martine cherchait sa fille. Elle avait fini de nettoyer et était prête à rentrer chez elle, mais ne trouvait la fillette nulle part. Sa fille, Léa, restait souvent après l'école, aidant les professeurs pour de petites tâches. « Excusez-moi, Madame Durand. » Martine s'approcha d'une jeune enseignante. « Avez-vous vu Léa ? Je crois qu'elle est encore dans la salle 3B. Je l'ai vue il y a 20 minutes. » Martine se précipita vers la salle de classe, ignorant que sa fille n'était pas seule et ne faisait certainement pas ses devoirs. Dans la salle 3B, 3 élèves avaient coincé Léa contre le mur. La meneuse était Chloé Dubois, la fille du proviseur, une fille avec un sentiment de droit et une cruauté cachée aux adultes. Ses camarades, Emma Garnier et Juliette Leclerc, bloquaient toute voie d'évacuation. « Regarde-toi, ricana Chloé. Ta mère nettoie nos sols et tu penses pouvoir t'asseoir dans la même salle de classe que nous ?» Léa, une petite fille aux grands yeux effrayés, se colla contre le mur. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Sa voix avait été prise il y a des années par un traumatisme qui l'avait réduite au silence aussi sûrement que des cordes vocales sectionnées. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue ?» rit Emma. « Ah oui, j'oubliais. Tu ne peux pas parler du tout. » Les 3 filles avaient planifié cette confrontation depuis des semaines. Elles en avaient assez de voir Léa dans leur classe, assez des professeurs qui lui montraient de la gentillesse. Aujourd'hui, elles allaient envoyer un message. Chloé sortit de la colle industrielle de son sac à dos. « On s'est dit qu'on allait t'aider avec ton problème de silence, le rendre permanent. » La terreur traversa le visage de Léa lorsqu'elle réalisa leur intention. Elle essaya de courir, mais Emma et Juliette lui attrapèrent les bras. Elle se débattait frénétiquement, des cris silencieux résonnant uniquement dans son esprit. « Tenez-la tranquille, » ordonna Chloé. « Ça ne fera pas mal. Enfin, pas trop. » Un surveillant passa devant la fenêtre, mais voyant la fille du proviseur à l'intérieur, il supposa qu'elles étudiaient. Il ne remarqua ni la lutte, ni la terreur dans les yeux de Léa.
Les filles forcèrent Léa à se mettre à genoux et Chloé appliqua de la colle sur ses lèvres et ses cheveux. Voilà. Maintenant, tu ne peux vraiment plus parler. Elles la traînèrent vers un coin où un panneau perforé était accroché au mur. Avec plus de colle, elles la collèrent là, les bras écartés, les cheveux emmêlés de colle. Elle ressemblait à un papillon brisé, épinglé sur un tableau de collectionneur. « On va voir combien de temps il faut avant que quelqu'un te trouve, » dit Chloé en reculant pour admirer leur œuvre. « Ta mère va bientôt te chercher. Je me demande ce qu'elle va penser. » Les trois filles ramassèrent leurs affaires et sortirent, des rires résonnant dans le couloir. Elles ne ressentaient que de la satisfaction d'avoir remis à sa place quelqu'un qu'elles considéraient comme inférieur. 20 minutes plus tard, Martine arriva à la salle de classe. La porte était entr'ouverte et elle pouvait voir à l'intérieur. Au début, elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Il y avait une silhouette contre le mur, mais il lui fallut un moment pour reconnaître sa fille. « Léa !» cria-t-elle en se précipitant à l'intérieur. Ses mains volèrent à sa bouche lorsqu'elle prit conscience de toute l'étendue de ce qui avait été fait. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'approchait prudemment. Les yeux de Léa étaient remplis de larmes, mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre les secours. La colle avait durci dans ses cheveux et ses vêtements, la cimentant au mur. « Oh, mon bébé !» murmura Martine, la voix brisée. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Elle essaya de détacher Léa, mais la colle était trop forte. Chaque tentative faisait grimacer sa fille. Finalement, avec des mains tremblantes, Martine sortit des ciseaux de ses affaires de nettoyage. « Je suis désolée, ma chérie. Je dois te couper les cheveux. C'est la seule façon de te libérer. » Mèche par mèche, Martine coupa les beaux cheveux noirs de sa fille. Chaque coup de ciseau lui transperçait le cœur. Les cheveux de Léa, qui lui arrivaient autrefois à la taille, tombèrent en touffes emmêlées de colle. Une fois enfin libérée, Léa s'effondra dans les bras de sa mère, toutes deux pleurant en silence. Le chemin du retour fut un flou de honte et de colère. Martine serra sa fille contre elle, son esprit bouillonnant de pensées de vengeance et de justice. Mais elle connaissait leur réalité. La fille du proviseur était intouchable et les accusations coûteraient probablement à Martine son travail et à Léa sa place à l'école. Ce soir-là, tandis que Martine soignait les blessures de sa fille, les trois filles qui avaient tourmenté Léa planifiaient leur prochaine aventure. Elles s'étaient lassées de leurs endroits habituels et avaient décidé d'explorer le vieux manoir abandonné à la périphérie de la ville. Le manoir des Noires Roches était vide depuis des décennies, ses fenêtres condamnées et son terrain envahi par la végétation. Les légendes locales parlaient de fantômes et de disparitions, mais pour des adolescentes en quête de sensations fortes, c'était parfait pour l'aventure. Chloé, Emma et Juliette arrivèrent au manoir au coucher du soleil. Elles avaient apporté des lampes de poche et des collations, prévoyant d'explorer et de prendre des selfies. L'architecture gothique se dressait contre le ciel assombrissant, des flèches brisées et des murs en ruine, créant une atmosphère de décomposition. « Cet endroit me donne la chair de poule », dit Juliette, frissonnant en s'approchant de la porte d'entrée. « Ne fais pas ta mauviette », répondit Chloé, en poussant la lourde porte en bois. « Ce n'est qu'une vieille maison. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» Elles passèrent la première heure à explorer le rez-de-chaussée, les lampes de poche perçant l'obscurité, tandis qu'elles examinaient des meubles poussiéreux et des portraits dont les yeux semblaient les suivre. Les planches du plancher craquaient et de temps en temps, elles entendaient des bruits de pas dans les murs. « Allons à l'étage », suggéra Emma en pointant un grand escalier qui montait en courbe vers le premier étage. En montant, Juliette traînait derrière, son malaise grandissant. Elle s'arrêta devant une fenêtre donnant sur le jardin envahi par la végétation. Pendant un instant, elle crut voir une silhouette se déplacer parmi les arbres, mais quand elle regarda à nouveau, il n'y avait plus rien. « Vous avez vu ça, les filles ?» cria-t-elle, mais ses amies étaient déjà en haut. « Vu quoi ?» répondit Chloé, la voix résonnant. « J'ai cru voir quelqu'un dehors », dit Juliette, se dépêchant de rattraper son retard. « C'est probablement juste un sans-abri », dit Emma avec dédain. « Cet endroit doit en être plein. »
Elles continuèrent à explorer, documentant leur aventure avec des photos et des vidéos. Chloé posait de manière dramatique dans chaque cliché, ses abonnés sur les réseaux sociaux étant impatients de découvrir ses dernières aventures. En entrant dans ce qui semblait être une chambre principale, Juliette s'arrêta soudainement. « Vous avez entendu ça ?» Elles écoutèrent attentivement. De quelque part dans la maison venaient des pas, lents et délibérés. Les trois filles se regardèrent, la bravade antérieure s'estompant. « C'est probablement juste la maison qui se tasse », dit Chloé, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Les pas se firent plus forts, clairement dans l'escalier. Quelqu'un était dans la maison, venant au premier étage. « Il faut qu'on sorte d'ici », murmura Juliette, le visage pâle de peur. Elles se dirigèrent rapidement vers le fond de la pièce, à la recherche d'une autre sortie. Emma aperçut une porte menant à un escalier de service, et elles s'y précipitèrent. Mais lorsqu'elles l'atteignirent, la porte claqua soudainement. « C'est quoi ce bordel ?» dit Chloé, attrapant la poignée et tirant. La porte ne bougea pas. Derrière elle, la porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. Elles se retournèrent lentement, les lampes de poche éclairant une silhouette dans l'encadrement de la porte. C'était un homme, grand et mince, portant des vêtements sombres qui absorbaient la lumière. Son visage était dans l'ombre, mais elle pouvait voir ses yeux, froids, calculateurs, remplis de détermination. « Tiens, tiens !» dit l'homme, la voix basse et menaçante. « Qu'est-ce qu'on a là ? 3 petites filles qui jouent où elles ne devraient pas. » Juliette hurla et courut vers la fenêtre, mais l'homme fut plus rapide. Il attrapa son bras et la tira en arrière. Dans la lutte, sa lampe de poche tomba et s'éteignit, plongeant une partie de la pièce dans l'obscurité. « Lâchez-moi !» cria Juliette, se débattant contre son emprise. Chloé et Emma restèrent figées, incapables de comprendre ce qui se passait. Cela ne faisait pas partie de leur plan d'aventure. C'était un vrai danger. L'étreinte de l'homme se resserra. « Vous avez été de très vilaines filles. Je sais ce que vous avez fait aujourd'hui. Je sais ce que vous avez fait à cette pauvre enfant. » Le sang de Chloé se glaça. Comment cet étranger pouvait-il savoir pour Léa? Elles avaient été prudentes, s'assurant qu'aucun adulte ne soit témoin de leurs actions. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Chloé, essayant de paraître courageuse malgré la terreur. L'homme se mit à rire, un son dépourvu d'humour. « Oh, mais si! Vous voyez, je me fais un devoir de connaître les brutes comme vous, et je m'assure que la justice soit faite. » Il sortit quelque chose de sa veste, un marteau, sa tête en métal brillant dans la faible lumière. Les cris de Juliette résonnèrent dans le manoir vide, alors qu'elle réalisait ce qui allait se passer. « S'il vous plaît, » murmura Emma, reculant vers la fenêtre. « On est désolé. On ne recommencera plus. » « Le désolé ne suffit pas, » dit l'homme. « Certaines actions ont des conséquences qui ne peuvent pas être annulées. » Ce qui se passa ensuite fut rapide et brutal. Les mouvements de l'homme étaient précis, entraînés, comme s'il avait déjà fait ça auparavant. Juliette fut la première à tomber, ses cris coupés court par le coup de marteau. Emma essaya de courir, mais l'homme l'attrapa à la fenêtre. Chloé, la meneuse, celle qui avait initié la cruauté envers Léa, fut la dernière. Elle recula contre le mur, l'arrogance antérieure remplacée par une terreur pure. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « je suis la fille du proviseur, les gens vont me chercher, vous ne vous en tirerez jamais. » L'homme s'arrêta, considérant ses paroles. « Peut-être que vous avez raison, mais certaines choses valent la peine d'être risquées. » Le marteau tomba une dernière fois et le manoir se tut. Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient et la pluie commença à tomber. L'homme regarda le temps qui approchait, puis se mit au travail. Il avait des préparatifs à faire, des preuves à éliminer et un message à envoyer. Le lendemain matin, M. Dubois arriva à son bureau et trouva des appels manqués. Sa fille n'était pas rentrée à la maison et sa femme était paniquée. Il essaya d'appeler le téléphone de Chloé, mais il tomba sur la messagerie vocale. « Elle est probablement chez une amie, » dit-il à sa femme. « Tu sais comment sont les adolescents. » Mais au fil des heures, et Chloé n'était toujours pas revenue, M. Dubois commença à s'inquiéter. Il contacta les parents d'Emma et de Juliette.
seulement pour découvrir qu'elles étaient également portées disparues. Les 3 filles étaient ensemble lorsqu'elles avaient quitté l'école, mais personne ne les avait vues depuis. Monsieur Dubois appela la police et le détective Vincent Moreau fut affecté à l'affaire. Moreau était un enquêteur chevronné d'une 50aine d'années, avec une réputation de rigueur. Il savait que le temps était essentiel dans les affaires de personnes disparues. L'enquête commença immédiatement. Moreau et son équipe fouillèrent les endroits habituels des filles, le centre commercial, le parc, les maisons d'amis. Ils interrogèrent les camarades de classe et les professeurs à la recherche d'un indice sur l'endroit où les filles auraient pu aller. Une enseignante finit par fournir la percée. Elle mentionna que les filles avaient parlé d'explorer le vieux manoir des Noires Roches et Chloé s'était vantée d'y prendre des photos épiques. Moreau et son équipe arrivèrent au manoir au coucher du soleil. Le bâtiment se dressait contre le ciel assombrissant, les fenêtres brisées et la façade en ruine, créant une apparence inquiétante. Ils s'approchèrent prudemment, les lampes de poche perçant l'obscurité. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte et Moreau pouvait voir de la poussière remuer sur le seuil. Quelqu'un avait définitivement été là récemment. Il fit signe à son équipe et ils entrèrent avec leurs armes dégainées. La fouille fut méthodique et approfondie. Ils passèrent au peigne fin chaque pièce du rez-de-chaussée à la recherche de signes des filles disparues. Au premier étage, ils trouvèrent la première preuve. Dans la chambre principale, la lampe de poche de Moreau illumina quelque chose qui fit glacer son sang. Sur le sol, à peine visible parmi la poussière et les débris, se trouvait une petite grue en papier faite à partir de papier de cahier, pliée avec une précision minutieuse. « Mettez ça dans un sac », dit Moreau à un agent, pointant la grue, « et fouillez chaque centimètre de cette pièce. » Ils trouvèrent des traces de sang sur les planches du plancher, mais aucun corps. Quoi qu'il se soit passé ici, l'auteur avait pris soin de nettoyer. La seule autre preuve était quelques mèches de cheveux accrochées à une écharde de cadre de fenêtre. Alors qu'il se préparait à partir, Moreau remarqua quelque chose d'étrange. Dans le jardin derrière la maison, le sol montrait des signes de creusement récents. Plusieurs zones de terre avaient été remuées et la végétation à ces endroits semblait différente. « Faites venir les chiens pisteurs », ordonna Moreau, « et appelez la police scientifique. Nous devons fouiller toute cette zone. » Le lendemain matin, la nouvelle de la disparition des filles se répandit dans toute la ville. Les parents gardèrent leurs enfants à la maison, craignant que ce qui était arrivé à Chloé, Emma et Juliette ne puisse arriver à leurs propres filles. À l'Académie Rive-Gauche, l'atmosphère était tendue et effrayée. Monsieur Dubois essaya de maintenir la normalité, mais luttait clairement contre la disparition de sa fille. Les professeurs chuchotaient dans les couloirs et les élèves se regroupaient en petits groupes, partageant des théories et des craintes. Martine continua ses tâches de nettoyage, mais son esprit était ailleurs. Elle avait entendu parler des filles disparues, et bien qu'elle ne ressentît aucune sympathie pour Chloé après ce qu'elle avait fait à Léa, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux 2 autres filles. Elles avaient été des suiveuses, pas des meneuses, et maintenant, elles avaient disparu. Léa assista au cours, mais était encore plus renfermée que d'habitude. Ses cheveux, nouvellement coupés courts, la faisaient ressortir, et elle pouvait sentir les regards de ses camarades de classe. Certains chuchotaient à propos de ce qui s'était passé, bien que l'histoire officielle soit qu'elle avait eu de la gomme dans les cheveux. Le détective Moreau poursuivit son enquête, interrogeant les élèves et le personnel. Il était particulièrement intéressé à parler à Léa, car elle avait été l'une des dernières à interagir avec les filles disparues. Mais lorsqu'il arriva pour mener l'entretien, il rencontra un obstacle inattendu. Léa était assise dans la salle d'entretien, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur la table. On avait dit à Moreau qu'elle était muette, mais il avait déjà eu affaire à des enfants traumatisés et savait que la patience et la bonne approche pouvaient parfois briser les barrières. « Bonjour Léa », dit doucement Moreau, s'asseyant en face d'elle. « Je suis le détective Moreau. Je suis ici pour parler de ce qui s'est passé hier à l'école. » Léa leva brièvement les yeux, puis reporta son regard sur la table. Moreau pouvait voir de la peur dans ses yeux,
la façon dont elle semblait se rapetisser face à l'autorité. « Je sais que tu ne peux pas parler, » continua Moreau, « mais j'espérais que tu pourrais écrire ce dont tu te souviens. As-tu vu Chloé, Emma et Juliette après l'école ?» Il fit glisser du papier et un stylo sur la table. Léa les regarda pendant un long moment, puis attrapa lentement le stylo. Juste au moment où elle allait écrire, la porte s'ouvrit brusquement et Martine se précipita à l'intérieur. « Qu'est-ce que vous faites à ma fille ?» demanda Martine, la voix plus forte que Moreau ne l'avait jamais entendue. « Je mène un entretien », répondit calmement Moreau. « Votre fille peut avoir des informations sur les filles disparues. » « Elle ne sait rien, » dit fermement Martine, se déplaçant pour se tenir derrière la chaise de Léa. « Elle est rentrée à la maison juste après l'école hier. Elle était avec moi toute la soirée. » Moreau étudia le visage de Martine, notant la tension dans sa mâchoire et la façon dont ses mains serraient la chaise de sa fille. « Je dois quand même entendre Léa elle-même, ou plutôt, voir ce qu'elle a à écrire. » Mais Léa avait déjà reposé le stylo. Elle leva les yeux vers sa mère avec une expression qui semblait comprendre la nécessité du silence. Moreau réalisa qu'il n'obtiendrait aucune information de l'une ou l'autre, du moins pas aujourd'hui. « Si tu te souviens de quoi que ce soit, » dit Moreau se levant, « appelle-moi s'il te plaît. » Il laissa sa carte sur la table et sortit. Pendant ce temps, au manoir, l'équipe de police scientifique faisait des découvertes troublantes. Les chiens pisteurs avaient indiqué plusieurs endroits dans le jardin, et lorsqu'ils commencèrent à creuser, ils trouvèrent les restes des 3 filles disparues. Les corps montraient des signes de traumatisme contondants, et l'examen préliminaire suggéra qu'elles avaient été tuées avec un marteau ou un outil similaire. La grue en papier trouvée sur les lieux fut envoyée au laboratoire pour analyse. Le papier fut identifié comme provenant d'un cahier d'école ordinaire, et la technique de pliage était précise et délibérée. Il semblait s'agir d'une signature laissée par le tueur comme carte de visite. Alors que l'enquête se poursuivait, Moreau commença à élaborer un profil de l'auteur. Il ne s'agissait pas d'un crime d'opportunité aléatoire. Le tueur connaissait les plans des filles, les avait attendues au manoir et était venu préparer avec une arme. Il s'agissait d'un meurtre prémédité commis par quelqu'un avec une rancune spécifique contre les victimes. La question était, qui avait une raison de vouloir la mort de ces 3 filles? Moreau commença à examiner les antécédents des filles, à la recherche de toute personne qui aurait pu avoir un motif de meurtre. Il interrogea les camarades de classe, les professeurs et les familles. Progressivement, un schéma émergea. Les 3 filles avaient été des brutes. Elles avaient l'habitude de tourmenter les autres élèves, en particulier ceux issus de milieux socio-économiques plus modestes. Chloé, en tant que fille du proviseur, s'était sentie autorisée à maltraiter les autres, et Emma et Juliette avaient suivi son exemple. Moreau s'intéressa particulièrement à leur victime la plus récente, Léa. Le moment était trop fortuit pour être ignoré. Les filles avaient harcelé Léa le jour même de leur disparition. Quelqu'un s'était vengé de ce qu'elle lui avait fait. Mais qui? Léa elle-même n'était clairement pas capable de maîtriser 3 adolescentes en bonne santé. Sa mère, Martine, était petite et semblait fragile. Aucune ne semblait être une suspecte viable. Moreau élargit son enquête pour inclure les autres membres du personnel scolaire et les parents. Il recherchait quelqu'un ayant à la fois un motif et les moyens de commettre un crime aussi brutal. C'est alors qu'il apprit l'existence de Marcel, l'homme à tout faire de l'école. Marcel était un homme discret qui restait à l'écart, mais Moreau découvrit qu'il avait des antécédents de violence. Il y a des années, il avait été impliqué dans un incident qui avait entraîné la mort d'un enfant, sa propre fille. Le rapport officiel indiquait que la fillette était décédée dans un accident, tombant à travers un toit de verre sur un chantier de construction. Mais Moreau avait appris à lire entre les lignes des rapports officiels, et il sentait qu'il y avait plus à l'histoire. Il décida de rendre visite à Marcel. Marcel vivait dans un petit immeuble à la périphérie de la ville, dans un quartier qui avait connu des jours meilleurs.
Le bâtiment était vieux et mal entretenu, avec de la peinture écaillée et des fenêtres brisées. Moreau monta l'étroit escalier jusqu'au 3e étage où se trouvait l'appartement de Marcel. Il frappa à la porte, et après un moment, elle s'ouvrit pour révéler le visage buriné de Marcel. L'homme à tout faire sembla surpris de voir un détective de police à sa porte. « Monsieur Marcel », dit Moreau en montrant son badge, « je suis le détective Moreau. J'aimerais vous poser quelques questions sur les élèves disparus de l'académie Rive Gauche. » L'expression de Marcel ne changea pas, mais Moreau remarqua que sa prise sur la poignée de porte se resserra légèrement. « J'ai déjà dit à vos agents tout ce que je sais. Je n'ai pas vu ces filles depuis qu'elles ont quitté l'école. »« J'en suis sûr, » répondit Moreau. « Mais j'aimerais revoir quelques détails avec vous. Puis-je entrer ?» Marcel hésita, puis s'écarta pour laisser entrer Moreau. L'appartement était petit et meublé avec parcimonie, avec le strict minimum nécessaire. Ce qui frappa immédiatement Moreau, c'était la propreté et l'organisation de tout, presque de manière obsessionnelle. « Vous tenez une maison très rangée », observa Moreau, en regardant autour de la pièce. « J'aime que les choses soient à leur place », répondit Marcel. « Ça m'aide à penser clairement. » Moreau se dirigea vers une petite table où plusieurs outils étaient disposés dans un ordre parfait. Parmi eux se trouvait un marteau, sa tête en métal brillant, comme si elle avait été nettoyée récemment. « C'est un beau marteau, » dit nonchalamment Moreau. « Vous l'utilisez pour votre travail à l'école ?»« Parfois, » dit Marcel, sa voix soigneusement neutre. « C'est un outil polyvalent. » Moreau continua son inspection, notant l'absence d'objets personnels ou de photographies. Rien n'indiquait que Marcel avait de la famille ou des amis, aucune preuve d'une vie en dehors de son travail. « Parlez-moi de votre fille, » dit soudainement Moreau, se tournant pour faire face à Marcel. La question frappa Marcel comme un coup physique. Son expression soigneusement contrôlée se fissura juste un instant, révélant la douleur sous-jacente. « Elle est morte !» dit doucement Marcel. « Elle est morte il y a 3 ans. »« Je sais, » dit doucement Moreau. « J'ai lu le rapport. Elle est tombée à travers un toit de verre sur un chantier de construction. Mais je dois vous demander, était-ce vraiment un accident ?» Les mains de Marcel se serrèrent en poing. « Bien sûr que c'était un accident. Pourquoi suggéreriez-vous même le contraire ?»« Parce que je pense que quelqu'un a blessé votre fille, » dit Moreau. « Je pense que quelqu'un l'a poussée à travers ce toit de verre et je pense que vous planifiez votre vengeance depuis lors. » Marcel resta silencieux pendant un long moment, regardant le sol. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient remplis d'un mélange de douleur et de rage que Moreau avait rarement vu. « Vous ne comprenez pas, » dit Marcel. « Vous ne savez pas ce qu'ils lui ont fait. »« Alors dites-moi, » dit Moreau. « Aidez-moi à comprendre. » Marcel se dirigea vers un petit placard et en sortit une boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux, des photographies et des notes manuscrites. Il les étala sur la table, créant un collage de preuves. « Elle s'appelait Justine, » dit Marcel, sa voix à peine audible. « Elle avait 8 ans, et c'était l'enfant la plus belle et la plus gentille que vous puissiez imaginer. Elle n'a jamais blessé personne, n'a jamais dit un mot méchant à personne. » Moreau regarda des photographies d'une jeune fille avec des couettes et un sourire éclatant. Elle ne ressemblait en rien aux photos de la scène de crime qu'il avait vue, mais il pouvait voir la ressemblance avec son père dans ses yeux. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Moreau. « Elle a été harcelée, » dit Marcel, sa voix devenant plus forte. « Il y avait un groupe d'enfants plus âgés à son école qui la tourmentait tous les jours. Ils l'insultaient, détruisaient ses affaires et lui rendaient la vie misérable. » Moreau écouta Marcel raconter l'histoire du dernier jour de sa fille. Justine avait été poursuivie par ses bourreaux jusqu'au chantier de construction, où ils l'avaient coincée sur le toit. Dans leur cruauté, ils l'avaient forcée à marcher sur les panneaux de verre, menaçant de la blesser si elle ne s'exécutait pas. « Elle avait tellement peur, » continua Marcel, des larmes coulant sur son visage. « Elle a essayé de faire ce qu'il voulait, mais le verre n'a pas pu supporter son poids. Elle est tombée à travers, et les éclats... » Marcel ne put terminer la phrase.
Moreau avait vu le rapport d'autopsie. La fillette était décédée de multiples lacérations et de blessures internes. « La police a enquêté », dit Marcel, sa voix maintenant remplie d'amertume. Mais les autres enfants ont affirmé que c'était un accident. Ils ont dit que Justine jouait seule sur le toit et était tombée à travers. Leurs parents ont engagé des avocats coûteux et l'affaire a été classée. Moreau commençait à comprendre. Marcel avait perdu sa fille à cause de Brut, et quand il avait vu Chloé, Emma et Juliette tourmenter Léa, il avait vu l'histoire se répéter. Il avait décidé d'agir pour empêcher une autre tragédie. « Alors vous les avez tués ?» dit Moreau. Ce n'était pas une question. Marcel acquiesça lentement. « Je les ai suivis jusqu'au manoir. Je savais qu'elles seraient là. Je les avais entendues planifier leur petite aventure. Je les ai attendues, et quand elles sont arrivées, je me suis assuré qu'elles comprennent ce qu'elles avaient fait de mal. » Et la grue en papier ? C'était la chose préférée de Justine à faire, dit Marcel. Elle m'en pliait chaque fois que je passais une mauvaise journée au travail. J'ai pensé qu'il était approprié d'en laisser une pour elle. Moreau comprit maintenant. La grue n'était pas seulement une signature, c'était un mémorial. Un moyen pour Marcel d'honorer la mémoire de sa fille tout en exerçant sa vengeance. « Vous savez que je dois vous arrêter, » dit Moreau. « Je sais, » répondit Marcel, « mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ces filles ont eu ce qu'elles méritaient. » Alors que Moreau passait les menottes au poignet de Marcel, l'homme à tout faire leva les yeux vers lui avec des yeux qui ne contenaient aucun regret, seulement de la satisfaction. Il avait vengé la mort de sa fille et dans son esprit, la justice avait été rendue. La nouvelle de l'arrestation de Marcel se répandit rapidement dans la ville. Les parents qui avaient été terrifiés pour la sécurité de leurs enfants se sentirent maintenant soulagés que le tueur ait été arrêté. Mais pour certains, la révélation souleva des questions inconfortables sur la nature de la justice et de la vengeance. À l'Académie Rive-Gauche, M. Dubois luttait pour accepter le fait que le tueur de sa fille avait travaillé à l'école pendant des années. Il avait fait confiance à Marcel, l'avait même considéré comme un ami. La trahison le blessa profondément, mais ce n'était rien comparé au chagrin de perdre son enfant. Martine apprit l'arrestation aux informations, et elle ressentit un mélange complexe d'émotions. Elle était reconnaissante que l'homme qui avait tué 3 enfants ne soit plus libre de nuire aux autres, mais elle ne pouvait s'empêcher de comprendre sa motivation. Elle avait ressenti la même rage quand elle avait vu ce qui avait été fait à Léa, le même désir de vengeance. Ce soir-là, alors qu'elle bordait sa fille dans son lit, Martine réfléchit aux événements des derniers jours. Léa avait été victime d'un harcèlement cruel, et celle qui l'avait tourmentée était maintenant morte. Il y avait une certaine justice poétique à cela, même si les méthodes utilisées étaient horribles. L'affaire était close, mais les blessures qu'elle avait ouvertes prendraient beaucoup plus de temps à guérir. Dans le silence de son petit appartement, Martine serra sa fille contre elle et murmura une prière pour tous les enfants qui avaient souffert, les vivants et les morts. Le silence qui les avait protégés pendant si longtemps était enfin brisé, mais la paix qu'elle recherchait semblait encore loin.